donc cette table ronde qui porte sur le rôle de la recherche translationnelle pour limiter les effets indésirables. Et peut-être vous n'êtes pas tous familiarisés avec cette notion de recherche translationnelle. Et je pense qu'on pourrait démarrer cette table ronde par une petite définition, expliquer ce qu'est finalement cette recherche translationnelle. Bruno, Philippe, est-ce que l'un d'entre vous? Alors, la recherche translationnelle, je pense qu'il faut imaginer que la recherche, elle ne vient pas obligatoirement comme tomber du ciel ou par un esprit génial, quelqu'un va avoir l'idée merveilleuse en prenant son bain que, évidemment, il y a des pressions dans un sens et dans l'autre qui font que, eureka, j'ai trouvé quelque chose de fantastique. Et en fait, les idées, elles font des va-et-vient entre ce qu'on appelle la recherche fondamentale et la recherche clinique, avec des étapes intermédiaires. Et donc, la recherche translationnelle, c'est justement cette idée d'échange entre le terrain et les spécialistes des modèles expérimentaux, avec donc la possibilité, par la recherche expérimentale, par la recherche épidémiologique et par la recherche clinique, d'aboutir ensemble à une réponse ou des réponses à des questions posées, soit par les fondamentalistes à partir d'éléments découverts dans des modèles expérimentaux, soit revenus du terrain par les cliniciens, par exemple, et qui vont essayer, à la fois au niveau clinique, mais aussi au niveau fondamental, d'expliquer pourquoi quelque chose est ou quelque chose fonctionne et quels en sont les mécanismes intimes inflammatoires, moléculaires, génomiques, etc., avec tout un panel d'outils à la fois expérimentaux, ce qu'on appelle les omics en particulier, hein, avec des développements de modèles animaux un peu spécifiques, même si on essaie de sacrifier de moins en moins de petites bestioles, fort heureusement, et je crois que c'est important. Il y a une éthique en recherche fondamentale qui se développe et qui fait qu'on va essayer de sacrifier moins de souris. Bon, c'est pour ça qu'elles sont à Paris maintenant. Elle ne fait pas que se développer, ça fait longtemps qu'elle est développée. Bien sûr. Et tout ça s'enrichit et se confronte. Et ça, c'est quelque chose, par exemple, dans le cadre du réseau NACRE, qu'on développe beaucoup, où on essaye à la fois de développer les modèles expérimentaux et les modèles cliniques pour répondre à la même question par des moyens différents. Est-ce que j'ai à peu près résumé ? Je pense que vous avez tout à fait résumé et vous soulignez l'importance de ce partage, de bien imaginer que, et je pense que c'est vraiment important pour nos jeunes ici, de bien comprendre que la recherche, les résultats d'une recherche, c'est pas, comme vous le disiez, une idée géniale un matin d'une seule personne, c'est, sauf vous bien sûr, mais ça on le savait, et Philippe va rajouter, moi aussi, non. Mais non, c'est vraiment le travail d'une équipe et de plusieurs équipes, et c'est comme ça que les belles idées apparaissent. Et je suis d'autant plus... Ça appelle un mot qui est aussi la co-construction, parce qu'effectivement, à un moment, ils font partie de l'équipe entre guillemets, amoeboïde, mais n'empêche, effectivement, co-construction. Co-construction, et c'est d'autant plus important, là je suis très fière, on parlait, je vous le disais tout à l'heure, qu'Anne-Catherine Ilner était conviée pour être experte évaluation HCERS, et nous on est également dans cette dynamique, puisqu'on va bientôt passer nous aussi à la vague HCERS l'année prochaine, et c'est vraiment quelque chose auquel nous on s'est attaché au sein d'Unilassal, d'avoir des enseignants-chercheurs de la recherche fondamentale jusqu'à la recherche clinique, et tu le disais Philippe aussi, qui inclut aussi les patients. On va le voir tout à l'heure à la table ronde suivante, vraiment aussi le rôle du patient comme acteur de cette recherche translationnelle. Et en parlant d'acteurs, donc il y a les acteurs, il y a les patients, mais il y a aussi le monde économique, le monde des entreprises, et il manque à cette table
ronde, les deux personnes qui vont intervenir ensuite sur le regard croisé. Et donc, Madame Goyer et Madame Jariel, je vous invite à nous rejoindre sur scène pour cette deuxième partie. Et donc, en attendant que Madame Goyer et Madame Jariel nous rejoignent, je vous propose que nous commencions par une vidéo, la vidéo de Pierre Sénès. Donc, malheureusement, Pierre Sénès n'a pas pu être présent parmi nous ce matin, mais nous a transmis une vidéo pour nous expliquer son idée sur le rôle de la recherche translationnelle pour limiter les effets indésirables. Donc, Pierre Sénès, qui est responsable de l'unité transversale de nutrition clinique à l'Institut du cancer de Montpellier. Et donc, je vous propose que nous regardions d'abord cette vidéo et puis ensuite qu'on échange et que ça ouvre le débat par rapport à cette vidéo. Bonjour, je suis Pierre Sénès, je vous présente aujourd'hui la recherche translationnelle et la nutrition clinique. Je suis en fait médecin coordonnateur des soins de support à l'Institut du cancer et je m'occupe aussi de la nutrition clinique au sein de mon unité transversale de nutrition. Je vous présente aujourd'hui la nutrition dans le contexte d'abord du cancer. Aujourd'hui, voilà par exemple un papier qui a été publié en 2021 qui montre l'intégration de la nutrition dans les soins de support et son bénéfice éventuel. Il s'agit d'une étude de phase 3 randomisée, une grande étude qui montre en fait auprès de 328 patients au diagnostic de cancer métastatique de l'œsophage et du cardiaque de l'estomac, les patients qui sont traités avec en deux bras, un bras traitement oncologique standard et un bras traitement oncologique standard plus soins de support interdisciplinaires et qui inclut évidemment, si je vous en parle, la nutrition, mais pas que, puisqu'il y a aussi le psychologue, une infirmière spécialisée en cancérologie et un médecin. Ces consultations sont faites en systématique dans le bras soins de support, avec une consultation qui débute avant le traitement de chimiothérapie, puis toutes les 3 semaines, pendant toute la première ligne, avec un objectif principal qui est important, qui est la survie. Et les résultats montrent finalement, quand on regarde les résultats de la survie, on a 3 mois de plus de survie lorsqu'on bénéficie en plus de soins oncologiques de support, qui inclut pour le coup, dans cette étude, la nutrition. Les éléments de contexte à l'ICM, enfin de façon générale au niveau national, et puis on verra à l'Institut du cancer comment ça se passe. Eh bien, en fait, les soins de support, c'est quoi? C'est évidemment la nutrition, comme vous pouvez le voir ici en deuxième ligne, dans le socle de base. Mais il n'y a pas que la nutrition, il y a la douleur, la psychologie, la prise en charge sociale, bien entendu familiale et professionnelle, mais aussi l'activité physique, les conseils d'hygiène de vie, vous savez, tabac, alcool, etc., le soutien psychologique des proches aidants, la prise en charge des troubles de la sexualité, de la fertilité, et puis 2 techniques d'analgésie, de traitement de la douleur. Chez nous, à l'ICM, on a en plus intégré, parce que c'était le contexte, et on était organisé comme ça depuis plusieurs années, on a avec nous les soins palliatifs, bien évidemment, et on est très liés dans cette approche, l'oncogériatrie, bien sûr, la kinésithérapie et l'éducation thérapeutique et l'éthique. Alors, un mot pour la nutrition, puisqu'on va parler nutrition et recherche translationnelle, pour vous expliquer comment on travaille ici. Parce qu'en fait, il est difficile d'imaginer de la recherche translationnelle sans avoir une équipe de nutrition qui soit déjà bien organisée. Et donc, il y a quelques années, avant 2006, nous n'avions pas de diététicien. On a fait des audits en 2006 pour montrer les bénéfices qu'on pouvait avoir en termes de prise en charge médicale, évidemment soignante, et pour les patients, la prise en charge, le bénéfice qu'il pouvait y avoir pour ces patients. Et donc, on a pu créer une UTN, c'est une unité transversale de nutrition clinique en 2008. Cette équipe, après formation, organisation, a pu mettre en place le dépistage organisé de la cachexie dans tout l'établissement en 2009, avec le développement de la nutrition artificielle en 2009-2010. Et puis l'intégration dans les soins de support s'est faite en 2011, puisque je suis devenu coordonnateur des soins de support à ce moment-là. 4 ans après, on a développé un transfert de compétences médico-diététiques qui est actif complètement ici dans l'établissement depuis. Et en 2021, on a en plus créé un plateau de soins de support qui est une prise en charge ambulatoire, dont on va dire un mot, parce qu'il va permettre de comprendre aussi comment on peut organiser la recherche translationnelle. Au sein de cet établissement, maintenant, au-delà de la... Donc, on a vu qu'il y avait un plateau organisé
de soins de support, eh bien, en fait, cette prise en charge ambulatoire, au-delà du suivi et de la prise en charge que nous faisons dans les services, qui était déjà le cas auparavant en soins de support, eh bien, maintenant, sur ce plateau ambulatoire, les gens viennent, les patients, les aidants viennent sur une journée, une demi-journée, et sont vus de façon systématique par l'ensemble des soignants des soins de support en fonction de leurs besoins. Donc, on a défini des parcours qui permettent d'optimiser la prise en charge des patients en fonction des besoins. Certains besoins sont systématiques. Par exemple, dans les cancers de la tête et du cou, où il y a une radiothérapie ou une radiochimiothérapie, des patients souvent qui vont être agressés par leur traitement pour être, si possible, en rémission de leur maladie, eh bien, ces patients vont nécessiter de fait une anticipation des effets secondaires et notamment une prise en charge nutritionnelle anticipée, mais pas que, avec aussi tout ce qui est l'aspect phoniatre, déglutition, trismus, avec des kinés un peu spécialisés, tous ces besoins-là, évidemment l'addiction, les problèmes sociaux, s'il y en a, important à prendre en charge dès le départ et tout au long du parcours jusqu'à la fin de leur traitement. Un parcours, c'est je prends en charge du début jusqu'à la fin, y compris les séquelles. Novacin, c'est un projet en scénologie que nous avons. Ici, je vous ai listé les parcours que nous avons actuellement. Scénologie, après les traitements des cancers, la préhabilitation chirurgicale zoocardia, mais bien avant, dès le début de la radiochimiothérapie, très en amont de la chirurgie, la curithérapie gynécologique, bien sûr, les tumeurs cérébrales, et puis de nouveaux parcours comme le pancréas métastatique, le canal anal, et d'autres qui sont en prévision et qui vont se construire au fur et à mesure. Évidemment, là-dedans, quand on développe un outil aussi performant, on se dit qu'on va développer de la recherche en soins de support. Et donc, on a eu la chance d'être depuis plusieurs années intégré dans le CIRIC. Le CIRIC, qui est finalement le site de recherche intégré sur le cancer de Montpellier, le CIRIC Montpellier ICM. Et donc, quand on a créé les soins de support, on s'est dit comment on peut organiser cette recherche, comment on peut faire mieux. D'abord, on a créé un comité de recherche en soins de support qui est coordonné par une neuropsychologue, Estelle Gerdou, et qui est un comité multidisciplinaire fait de cliniciens, de chercheurs, de méthodologistes, de patients partenaires, bien sûr, des responsables de la direction de la recherche, et puis tout ça soutenu par le CIRIC. Il y a ce comité a un rôle de pilotage de la politique de recherche en soins de support et des conseils sur les projets. Et comme vous l'avez compris, la nutrition fait partie intégrante de ce comité, bien évidemment. On a aussi décidé, à travers le CIRIC et l'établissement, de renforcer les ressources humaines en recherche, avec la création de postes partagés recherche clinique, notamment en psycho-onco, activité physique adaptée, soins paramédicaux, des vacations pour des chercheurs universitaires en sciences humaines et sociales, et puis l'intégration de la recherche a été officiellement dans les fiches de poste, avec des mi-temps partagés recherche et clinique, par exemple. Et puis on a recruté des patients partenaires qui sont avec nous actifs et présents. Enfin, on a renforcé les collaborations avec les organismes de recherche comme l'Institut de Bray d'épidémiologie de santé publique, notamment pour la méthodologie d'évaluation des interventions non médicamenteuses. On a aussi le pôle prévention à Epidor sur l'expertise des modèles théoriques de changement de comportement. On travaille beaucoup avec Epidor et on a de nouveaux projets à mettre en place qui sont évidemment importants sur les changements de comportement. Le laboratoire Epsilon, bien sûr, sur l'expertise en psychologie, et puis l'Institut de recherche biomédicale du CIRIC. On a, évidemment, quand on a créé la plateforme, le plateau, on s'est dit assez rapidement qu'en travaillant avec l'Institut de recherche du cancer de Montpellier, l'IRCM, qui est l'institut à côté de chez nous, toujours dans le cadre du CIRIC et dans le cadre du CORESP, dont on vient de parler, eh bien qu'il serait assez judicieux, puisqu'on a des évaluations cliniques régulières dans nos parcours, de pouvoir créer des bases clinico-biologiques. Et donc, on a commencé à créer des bases qui nous permettent à la fois d'évaluer les patients et d'intégrer des données cliniques de façon régulière, et en même temps de pouvoir effectuer des prélèvements qui nous permettent d'avoir, s'il y a évidemment en fonction des projets, hein, et donc vous avez ici par exemple quelques notions quelques bases qui ont été créées à l'ICM, et dont une que nous portons totalement ici, enfin deux que nous avons ici, mais la BCB Cachexi par exemple, dans le domaine de la nutrition qui nous intéresse aujourd'hui, est vraiment une base que nous avons créée avec les chercheurs de l'IRCM sur le côlon métastatique. Nous allons ouvrir, avec le nouveau parcours pancréas que nous démarrons cette année en 2024, une base clinico-biologique du pancréas. Ça permet d'avoir, en fait, de travailler à partir de ces prélèvements, de permettre aux chercheurs de la communauté du CIRIC
de participer à la recherche translationnelle et d'acquérir et de pouvoir accéder à des prélèvements avec des données cliniques très précises pour ainsi corréler les informations biologiques obtenues sur la cellule elle-même éventuellement et sur les résultats obtenus en clinique. Donc il y a un vrai travail longitudinal qui est fait dans ces groupes, c'est un point vraiment important pour nous. L'ABCB Novacin, pardon, va s'adresser plutôt à des problèmes, notamment les relations adipocytes, métabolisme, adipocytes et prise de poids, risque de second cancer, risque de récidive, mais aussi modification au sein des cellules adipocitaires éventuellement. Pourquoi, par exemple, certaines personnes stockent du gras et d'autres n'en stockent pas. C'est des choses qu'on ne connaît pas bien. Donc, il y a une partie des voies métaboliques qui sont en train d'être travaillées là par des chercheurs de l'IRCM à partir de prélèvements ou de projets que nous allons mettre en place. S'ils ne sont pas encore parfois, on est en train de collaborer ensemble pour les mettre en place. Au final, voilà, aujourd'hui, l'ensemble des projets de recherche que nous avons actuellement, enfin, c'est plus que des projets, c'est les interventions que nous avons au-delà des BCB que je vous ai décrites maintenant. Il y a des projets qui ont été mis en place au début avant le CORESP, avant qu'on s'organise, on avait 3-4 essais. Aujourd'hui, on a une vingtaine d'essais qui sont en soins de support et qui permettent, bien entendu, de développer et de prendre en charge et de développer la recherche transactionnelle, bien évidemment. Voilà, je terminerai en me faisant un petit peu de pub, pour ceux qui sont intéressés. On a 2 DIU que nous co-organisons avec le CHU de Limoges sur la nutrition et cancer, et évidemment un DIU de soins de support qui intègre la nutrition aussi, avec Léon Bérard, Curie et notre institut. Je vous remercie. Donc, je le remercie, même s'il n'est pas là, on a déjà eu l'occasion de le remercier, mais bon, tout de même. Ce que je retiens, moi, de cette intervention, c'est... il a parlé de la recherche translationnelle, il a employé aussi d'autres mots comme recherche intégrée, avec la notion, l'importance de la multidisciplinarité et le fait que les gens puissent se parler pour pouvoir intégrer justement et améliorer les soins de support et faire des interventions aussi, et notamment des interventions non médicamenteuses. Là, donc c'était ce qui se passe dans l'unité transversale de nutrition clinique à l'Institut de cancer de Montpellier. Comment est-ce que ça se passe à Gustave-Roussy? Est-ce que vous pourriez nous expliquer de votre côté, Bruno, comment se passe l'intégration de la... Alors, ça se passe globalement à peu près de façon similaire à l'ICM, avec toujours des ambitions plus grandiose et qui dépasse l'entendement par rapport à ailleurs, parce que, bon, je ne peux pas vous raconter, mais c'est toujours un peu compliqué. C'est-à-dire qu'ils ont toujours l'impression qu'ils vont publier dans Science et dans New England tout ce qu'ils vont faire. Mais ce qui est important, c'est ce qui est un peu nouveau et ce qu'a bien expliqué Pierre, c'est que ont été créés dans différents établissements, et c'est le cas à Gustave-Roussy, des espèces de plateformes de co-construction et de co-gestion de données des soins de support qui vont permettre, chez nous ça s'appelle ProAct, enfin peu importe, qui vont permettre de faire qu'à un moment donné, par le fait d'une idée, d'une opportunité ou de ou n'importe quoi d'autre, on va pouvoir aller mettre en place, parce que les liens sont déjà créés, une étude clinique ou une étude clinique et sciences humaines et sociales et éventuellement épidémiaux, etc. Et ça, c'est vraiment le côté un peu nouveau. Le mot n'a pas été utilisé par Pierre, mais je dirais qu'avant 2010-2015, c'était vraiment très artisanal ce qu'on faisait. C'est-à-dire, tiens, j'ai une idée, je me suis levé ce matin et sous la douche, je me suis dit, mais pourquoi ça n'est pas ça? Tiens, on va monter une petite étude et patati et patata. Bon, évidemment, avec toute la rigueur éventuelle que ça peut induire. Mais c'était très amateur. Voilà. Et en fait, ce qui s'est construit là tout récemment, c'est le fait que d'emblée,
on imagine que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on réalise au quotidien auprès des patients puisse à un moment être source d'informations qui peuvent aboutir à des données scientifiques publiables et analysables. Ce qu'il a un peu évoqué aussi, c'est que ça se fait aussi, pas obligatoirement, mais de façon assez fréquente, en lien avec les équipes de recherche fondamentale, pour que, si on aboutit à une évidence, elle puisse être expliquée du point de vue mécanistique et qu'on puisse avancer. Donc ça c'est les nouveautés qui existent dans beaucoup de centres de lutte contre le cancer, dans beaucoup d'équipes qui font de la cancérologie. C'est ces plateformes, lui il appelle ça BCB, si j'ai bien compris. Bon, nous, ça s'appelle autrement. Mais voilà, ça c'est vraiment l'élément nouveau. Et l'autre élément important de ces plateformes, c'est qu'elles sont génératrices de financement. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de professionnalisation de l'attraction des sous. Et ça, c'est aussi très important parce que c'est évidemment le nerf de la guerre. Il n'en a pas parlé, mais bon, il l'a évoqué quand même. C'est-à-dire qu'on ne peut rien faire sans argent, et c'est souvent des grosses sommes quand même, hein, donc, en ayant ces plateformes-là, on professionnalise la réponse aux appels à projets, on attire les industriels pour des financements, et donc on arrive à finalement produire de la donnée beaucoup plus intéressante parce qu'elle est complète et en plus, elle est faite dans des conditions économiques et méthodologiques qui sont bien meilleures que ce qu'on faisait un petit peu sur un coin de table jusqu'à présent. On a vu hier l'importance finalement de la sémantique. On a eu tout un débat lors de la table ronde de l'après-midi sur l'alimentation plaisir, l'alimentation qui permet de se faire plaisir, l'alimentation adaptée tout en gardant le plaisir. Et là, finalement, je me dis, en recherche translationnelle, de par la multidisciplinarité des équipes, de par aussi la multiplicité de l'origine et de l'historique, médecins, chercheurs, est-ce que finalement, il n'y a pas aussi toute une adaptation dans le dialogue à faire? Est-ce que c'est si facile que ça de faire de la recherche translationnelle? Est-ce que chercheurs, médecins, patients, on en parlera tout à l'heure aussi avec Philippe, est-ce que c'est si évident que ça? Je ne pense pas que ça soit ce trajet-là de discussion qui pose problème. C'est plus le trajet horizontal qui pose problème, c'est-à-dire le dialogue entre la psycho-onco, la douleur, la nutrition, les soins palliatifs, etc. C'est plus là que ça peut bloquer. Chez nous, en tout cas, c'est là que ça bloque. C'est-à-dire c'est très difficile de construire, et d'ailleurs, ce n'est pas du tout évoqué par Pierre, mais pour l'instant, les solutions sont compliquées à trouver, de savoir comment, et même doit-on faire des études qui analysent tout en même temps, on met tout dans le checker et on voit ce que ça fait, ou chaque chose séparément, mais à condition que par ailleurs, les autres éléments soient contrôlés. C'est-à-dire que si on fait une étude sur l'exercice physique, mais qu'on compare deux groupes dont l'alimentation n'est pas la même, ça n'a aucun sens. Donc ça, c'est la difficulté actuelle, c'est qu'on est tous persuadés que tout ça, ça va ensemble. Et moi, le premier, hein, pour moi, la préhabilitation doit se faire par les 4 piliers tels qu'il les a décrits, etc. Mais est-ce qu'on doit encore continuer à prouver que séparément, le conseil diététique, l'activité physique et tout ça sont efficaces, ou doit-on trouver des solutions très complexes à imaginer où on va d'emblée évaluer les 4 ou les 5 ou les 6 en même temps, comment ils interagissent et comment finalement on peut imaginer que l'un est plus important que l'autre, hein. Et ça, c'est un vrai problème parce que chacun est dans son monde. Donc pour l'instant, on fait chacun de notre côté. Mais je pense qu'il y a un moment, et Grégory l'a aussi évoqué hier, il va falloir qu'on mette tout ça ensemble. Et pour l'instant, le problème de communication, il est à ce niveau-là.
Ce que je vous propose, c'est qu'on passe maintenant à la vidéo de Gilles Ferron. Donc Gilles Ferron, qui est directeur de recherche du Centre des sciences du goût et de l'alimentation. Et pourquoi est-ce que je demande de faire passer la vidéo à ce moment-là? C'est parce que justement, vous venez de parler de finalement cette difficulté d'étudier plusieurs paramètres en même temps. Et là, on va le voir, Gilles Ferron, donc, puisqu'il est directeur du centre de recherche, je vais y arriver, directeur de recherche du Centre des sciences du goût et de l'alimentation, finalement s'intéresse vraiment à cette notion de déviance du goût. Mais on va voir au travers de son intervention qu'à partir d'un élément bien précis, finalement, il y a une ouverture qui se fait sur le patient et qui va vers une intégration d'autres données. Donc si la technique pouvait nous envoyer la vidéo, ce serait bien. Merci. Bonjour à toutes et tous. Tout d'abord, je voulais remercier les organisateurs de ce forum sur alimentation et cancer pour cette invitation. Donc, je m'appelle Gilles Ferron, je suis directeur de recherche au Centre des sciences du goût et de l'alimentation à Dijon et je travaille sur la physiologie de la perception sensorielle et en particulier sur le rôle de la salive dans la perception sensorielle des aliments en cours de consommation, et ceci chez des populations spécifiques et ou pathologiques comme des patients traités pour des cancers. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un travail de collaboration entre le Centre hospitalier de Valence et le CSGA. Ce travail porte plus généralement sur les troubles de la gustation et les cancers, et en particulier sur l'importance du goût métallique ou torque-gueusie. Tout d'abord, quelques éléments de contexte. Les anomalies du goût et de l'odorat sont fréquentes en oncologie, et ceci quel que soit le type de cancer. Elles sont souvent causées par les traitements. Par exemple, la dysgeusie peut concerner 50 à 75% des patients en fonction de leur traitement, chimiothérapie, radiothérapie ou radiochimiothérapie. Différents types de troubles sont rencontrés. Les seuils de perception peuvent être modifiés, soit à la hausse, soit à la baisse, et où les perceptions peuvent être déformées, on appelle la paragueusie, ou la perception des saveurs qui n'existe pas, phantogueusie. Dans le cas de diagnostic de cancer des voies aérodigestives supérieures, CVADS, les troubles du goût et ou de l'odorat sont souvent déjà présents au moment et sont aggravés par les traitements, en particulier l'irradiation. Jusqu'à 100% des patients se plaignent d'une altération du goût lors d'un traitement de ces cancers, provoquant une altération de l'état nutritionnel et de la qualité de vie chez des patients qui sont déjà dénutris. Donc la torque-gueusie, phantogueusie avec impression de goût métallique de la bouche, est très largement sous-rapportée dans la littérature. Ce symptôme est fréquemment rapporté par les patients et il ne peut être objectivé. Ainsi, la première étape de ce travail a consisté à une analyse de la littérature. Cette analyse de la littérature a consisté en une revue systématique de la littérature, doublée d'une méta-analyse, afin d'évaluer la prévalence de la torque-gueusie au sein des populations de patients traités pour des cancers, et ceci quel que soit le type de cancer et quel que soit le type de traitement. À partir d'un corpus bibliographique de 2000 articles, nous avons retenu 22 articles qui donnaient des données de prévalence dans leurs résultats. Donc la méta-analyse a permis d'établir une prévalence de près de 30% au sein des populations de patients, quel que soit le type de cancer et quel que soit le type de traitement. Par contre, nous avons constaté une très forte hétérogénéité dans les études. Nous n'avons pas donné d'explication sur l'origine de cette hétérogénéité. Par contre, nous avons observé un problème de méthodologie d'évaluation du goût métallique qui se fait souvent par questionnaire. Ainsi, une des recommandations majeures de cet article a été de la nécessité de rationaliser ou de standardiser la procédure d'évaluation sensorielle au sein de ces patients. La deuxième étape de cette collaboration a consisté à évaluer les causes du goût métallique chez les patients CVADS. Dans la littérature, 4 mécanismes sont décrits pour expliquer ce goût métallique. Un mécanisme protéomique, un mécanisme neurologique, un mécanisme électrique et un mécanisme chimique. C'est sur ce dernier mécanisme qu'a porté notre étude. Dans ce mécanisme, les lipides de la cavité orale sont oxydés par le fer, ce qui génère l'apparition de composés volatiles qui sont perçus par voie orale et qui entraînent cette perception du goût métallique. Ainsi, nous avons conduit donc une étude clinique, le projet TORCAD, qui bénéficie d'un financement de la Ligue et d'un financement propre du Centre hospitalier de Valence.
Donc l'objectif principal de cette étude est de déterminer si la lipoperoxydation orale déclenche le goût métallique chez des patients CVADS. Donc le critère de mesure principal est le dosage salivaire du malondialdéhyde, qui est un produit final stable de la lipoperoxydation. Donc les objectifs secondaires sont de tester l'efficacité d'un agent antioxydatif par bain de bouche, cet agent est la lactoferrine, de déterminer si des changements gustatifs déclenchent le goût métallique, de déterminer si d'autres changements salivaires ou oraux déclenchent le goût métallique, et enfin d'aborder des aspects épidémiologiques et fonctionnels, en particulier établir l'incidence de ce symptôme, déterminer le retentissement de la torguesie sur les ingestats et sur la qualité de vie. Notre analyse de la littérature avait montré la nécessité de développer une méthodologie afin d'évaluer de manière objective les troubles gustatifs chez les patients. Ainsi, une phase préliminaire de notre travail a consisté au développement d'un test de sensibilité aux saveurs. Après différents essais et différentes mises au point, un test a été finalisé et il consiste en dépôt par coton-tige à 4 emplacements de la langue des différentes saveurs, salées, sucrées, amères et acides, ainsi que la saveur métallique. Ce test a été validé chez des sujets sains et chez des patients traités pour des cancers. Au cours de l'étude clinique, un certain nombre de tests et de mesures sont réalisés, l'évaluation de la santé orale, le questionnaire du goût métallique, questionnaire de qualité de vie, EVA des ingestats, poids, mesure du débit salivaire, prélèvement salivaire, test gustatif, tel que décrit précédemment, dermatoscopie, ce qui vise à évaluer la densité en bourgeons gustatifs sur la langue des patients, et enfin le test de la lactoferrine. Donc l'étude clinique se divise en 3 bras. Un bras avec des patients ayant subi une intervention chirurgicale plus de la radiochimiothérapie, un bras avec des patients en radiochimiothérapie exclusive et un bras avec des patients en chirurgie exclusive. Donc ces patients sont suivis au cours du temps, pendant une période d'un peu moins de 18 mois, et ceci au cours de différentes visites sur lesquelles sont réalisés les tests tels que présentés précédemment. Notre étude a obtenu une autorisation en 2018, les financements ont été acquis en 2021 et nous avons démarré l'étude en avril 2021 avec une fin de recrutement en mars 2023. Donc au 14 septembre 2023, nous avions 44 patients inclus, nous avons 17 arrêts précoces, 10 patients sont encore en cours de suivi et 17 patients ont terminé leur évaluation. Donc l'analyse des salives est prévue en mai 2024. Donc, je ne vais pas présenter des résultats préliminaires de ces études car les données sont en cours de traitement statistique. Je souhaitais terminer ma présentation en vous présentant un élément de réflexion sur un concept que nous avons développé au laboratoire qui concerne le confort en bouche au cours de la consommation d'aliments et qui peut directement concerner la question du goût métallique. La plupart des études qui visent à comprendre l'impact de la santé orale sur le comportement alimentaire ont une approche physiologique. Mais qu'en est-il des sensations lors de la consommation d'un aliment ? Selon les personnes interviewées, ces sensations peuvent être agréables ou désagréables et elles peuvent caractériser ce qu'on peut appeler le confort en bouche. Ainsi, au CSGA, nous avons développé une méthodologie sensorielle afin d'évaluer ce confort en bouche. Cette méthodologie se divise en 5 grands domaines. Un domaine visant à évaluer le confort et la facilité à consommer l'aliment. Un domaine autour de la formation du bol alimentaire pendant la consommation de l'aliment. Un domaine lié aux douleurs ressenties pendant la formation du bol alimentaire. Un domaine autour de la texture et un domaine autour de la flaveur, arôme et saveur. Cette méthodologie sensorielle doit être adaptée en fonction de la population étudiée. Cette méthodologie, nous l'avons développée dans le cadre d'études portant chez le sujet âgé. Chez le sujet âgé, les déterminants majeurs de l'inconfort ont été évalués comme étant la difficulté à mastiquer l'aliment, la difficulté à avaler cet aliment, la difficulté à former un bol alimentaire au cours de la déstructuration en bouche de l'aliment, et enfin la difficulté à humidifier. Il serait intéressant de pouvoir développer ce concept chez les patients traités pour des cancers, afin de déterminer les attributs qui peuvent représenter un inconfort chez ces patients.
On peut penser en particulier au goût métallique, qui peut présenter un inconfort important lors de la consommation des aliments. On peut aussi penser à tout autre trouble du goût. On peut aussi penser à la difficulté à humidifier l'aliment. En effet, chez les patients traités par les cancers, en particulier CVADS, on constate une baisse significative du flux salivaire, des sensations de bouche sèche, et ceci peut entraîner un inconfort oral pour la consommation de certains types d'aliments. Et enfin, certaines indications laisseraient penser que les écarts de température constitueraient aussi un inconfort important pour les patients traités pour les cancers. Donc, en conclusion, je dirais que je soulignerai l'importance de réaliser des études cliniques pour comprendre au mieux les mécanismes que généraient des troubles gustatifs et olfactifs chez le patient. Et réaliser ces études, comprendre ces mécanismes, permet de définir des stratégies raisonnées afin d'adapter au mieux l'offre en termes de repas, d'alimentation et de compléments alimentaires. Donc, je tenais à remercier les personnes impliquées dans cette collaboration, en particulier pour le Centre hospitalier de Valence Guillaume Buret et pour le CSGA, mon collègue et directeur de recherche Thierry Thomas-Danguin, et je vous remercie pour votre attention. L'intervention donc de Gilles Ferron, extrêmement intéressante. Je vois de nouveau une suite de ce qui a été dit hier, l'importance de la méthodologie pour l'évaluation, d'autant plus quand on est sur une sensation et qui, comme il l'a dit, ne peut pas être objectivée. On ne peut pas mesurer de façon objective la sensation métallique ressentie par le patient. Et j'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant qu'il insiste sur cette notion de méthodologie, et il l'a dit en introduction, on imagine, on voit, on a un ressenti, en tant que chercheur, en tant que médecin, il y a une impression. Comment faire pour transformer cette impression en mesure métrique pour pouvoir justement après mesurer aussi l'impact que vont avoir des interventions médicamenteuses, des interventions de soins de support, des interventions non médicamenteuses, etc., sur justement cette perception. Je pense que c'est quelque chose, encore une fois, je m'adresse encore aux étudiants, hein. Vous savez, je suis enseignant-chercheur, donc forcément, je tourne ma casquette d'enseignant. La méthodologie, c'est extrêmement important. Il ne faut pas juste se contenter d'un ressenti. La méthodologie est toujours importante. Oui, pour compléter ça, je pense que ça part d'une vraie bonne idée. En tout cas, moi, je pense que c'est une vraie bonne idée puisque c'est un constat clinique quasi quotidien. Et donc, c'est quelque chose qui mérite d'être expliqué et pris en charge puisqu'il intervient sur la qualité de vie. J'ai 3 remarques méthodologiques. La première, c'est que c'est typiquement le domaine dans lequel on ne peut pas utiliser les modèles expérimentaux de souris, puisque c'est difficile de demander à une souris si elle a un goût métallique dans la bouche. On pourrait essayer, mais il faut parler le souris. Et puis après, on voit la difficulté à mener des études comme celle-là. 44 patients en 2 ans et demi. On imagine, hein, ça doit être vraiment du boulot. Parce que derrière tout ça, il y a des 10 arrêts précoces. Oui, absolument. Parce que derrière tout ça, il y a des aspects pratico-pratiques que peut-être ils avaient imaginés, mais peut-être ils n'avaient pas imaginé dès le début. Par exemple, ils ne peuvent faire le test que chez des gens qui arrivent à ouvrir la bouche. Donc, tous les malades, dans la catégorie des malades qu'ils ont recrutés, c'est-à-dire cancer ORL traité soit par radiochimiothérapie, soit par chirurgie, il y a un pourcentage non négligeable de patients qui vont avoir des trismus, qui vont avoir des difficultés d'ouverture buccale et qui ne vont pas pouvoir participer à l'étude. Donc, c'est aussi l'intérêt, on a dans ce travail-là des chercheurs, un chirurgien ORL, donc tout le travail de la discussion préalable à l'étude entre ces différents intervenants pour justement essayer d'imaginer au maximum toutes les barrières, toutes les difficultés qui vont pouvoir apparaître dans l'étude et qui vont faire que
si on ne recrute que 10 patients au bout de 2 ans et demi, on va abandonner, alors que c'était une très très bonne idée au départ. Philippe, moi, je voulais aussi que tu réagisses par rapport justement à cette notion de trouble du goût. Gilles Ferron expliquait l'importance donc de cette méthodologie d'une étude clinique pour voir, pour identifier comment améliorer ce ressenti chez le patient. Et pour faire suite aussi aux discussions d'hier entre l'alimentation du quotidien et les interventions non médicamenteuses, dont l'alimentation utilisée comme intervention non médicamenteuse, comment est-ce qu'on peut utiliser cette recherche translationnelle pour améliorer la qualité de vie du patient? C'est quand même le titre du forum aujourd'hui, améliorer la qualité de vie du patient au travers d'interventions non médicamenteuses via l'alimentation, mais également jusqu'à aussi l'alimentation du quotidien, puisque, comme le disait d'ailleurs Grégory hier, on n'est pas uniquement dans l'intervention, mais aussi dans l'alimentation du quotidien. Quelle est ta vision par rapport à ça ? Alors déjà, il y a plusieurs réponses à cette question qui elle-même est large, comme on vient de le comprendre. J'ai plusieurs éléments à vous transmettre. Je réagis déjà sur effectivement le côté métrique des choses. C'est-à-dire qu'on s'est beaucoup inspiré, nous les chercheurs, des petites bandelettes qu'on appelle qui sont cotées de 0 à 10, voire plus. Tu vois, Bruno, à quoi je veux en venir. À savoir, vous savez, ces bandelettes qui dit, par rapport à la douleur, je crois qu'initialement, ces bandelettes ont été faites par la douleur et reprises les réglettes. Alors je dis, tu vois à quoi je veux en venir, parce que justement l'IGR, on a créé une, mais pas que. Nutricia aussi, vous avez travaillé dessus, c'est peut-être la même, non? Non, ça me dit quelque chose. Non, c'était pas vous. Désolé, Emmanuel. Et donc, en fait, ces réglettes permettent de dire, voilà, j'ai mal, j'ai pas mal, j'ai plus mal qu'avant. Et donc, c'est un outil métrique au final. Pareil pour la quantité de manger, pareil pour la salive, etc. Je salive plus, je salive moins. C'est un truc tout bête, mais en fait, qui est vachement utile au quotidien, notamment à la maison. Parce que là, on parle d'études cliniques, etc. Mais il y a aussi à la maison comment renseigner un carnet pour savoir si tout ça évolue et si c'est plutôt positif ou malheureusement négatif. On parlait aussi de salive, ça veut dire que tout ça, on a beau avoir des grandes idées sur des solutions à apporter, des solutions, il n'y en a pas une, on l'a dit hier, mais si derrière une problématique de salive va tout bousculer, finalement la solution, on ne va pas pouvoir la traiter en tant que telle, donc il va falloir peut-être intégrer la notion de salivation, et auquel cas ça fait un paramètre de plus à interpréter. Faire un plat nouveau, et je regarde à ma gauche, justement quand on est dans la restauration, fût-il donc en institution, dans un hôpital, ou donc à la maison aussi, on en parlera cet après-midi, comment amener tout ça à la maison, ça veut dire qu'il faut prendre tout ça en compte. Donc si un plat fût-il hyper intéressant parce qu'effectivement il vient de la recherche translationnelle co-construit avec les malades, mais si quelque part il est antinomique par rapport à la salivation, voire même il va avoir un goût qui va presque, comment dire, non pas inhiber la salivation, mais enfin pourquoi pas, si, il y a des produits astringents. Donc à partir de là, le bénéfice qu'on pourrait tirer d'un ingrédient, d'une denrée alimentaire qu'on a mis dedans, on ne le verra pas, parce que justement il sera un peu astringent, et de ce fait il aura supprimé la salivation et on n'aura pas pu prouver d'une manière métrique dans une étude clinique. Aussi je réagissais parce qu'on est dans une école d'ingé, donc j'ai des spécialistes du plan d'expérience. Quand mes étudiants entendent ces spécialistes-là, ils disent wow, le truc. Et en fait, Bruno nous dit qu'il faut tout mélanger. Vous imaginez une étude avec tout ça en même temps? C'est pas simple du tout, puisque chaque paramètre qui va bouger est sujet à interprétation positive ou considéré comme un biais. Pas simple du tout. Et effectivement, cette recherche qui est issue, puisque vous le savez, à Uninasal, il y a une équipe, alors on est obligé de tronçonner, justement, il y a des spécialistes qui vont travailler sur l'animal, des spécialistes qui vont travailler sur l'humain, mais pour une problématique très particulière, l'influence d'une fibre sur... alors nous, on est plutôt dans le domaine de l'inflammation, c'est un fil rouge dans l'équipe du Collège Santé, et moi, l'inflammation, je vais arriver, quand je dis moi, puisque je suis plutôt impliqué dans l'onconutrition, jusqu'à créer un plat en fonction de ce que j'entends dire de mes collègues. Et de se dire, bon voilà, un tel prébiotique, admettons, eux vont parler d'un prébiotique, oligo-fructo, machin, moi je dois l'interpréter comme
sourcing dans un aliment. Est-ce que je vais le trouver dans le pois chiche? Ouais, mais enfin, le pois chiche, c'est pas simple à cuisiner quand on va ensuite dans le domaine du repas. Est-ce que je vais l'associer à autre chose parce que peut-être ce pois chiche, tiens, allez, justement, il a ce goût ferreux, astringent. Est-ce qu'il va pas être considéré par le malade justement que ce goût ferreux va le gêner? Donc finalement, la bonne idée du pois chiche n'est plus du tout une bonne idée. Ou à ce moment-là, il faut essayer de l'intégrer dans une salade composée pour essayer à l'insu du plein gré du mangeur, de lui en passer un petit peu. Mes étudiants m'entendent toujours dire la salade composée, c'est un super truc, parce qu'on arrive à passer ce qui, pour nous, est intéressant scientifiquement, médicalement parlant, et malgré tout, d'essayer de contrecarrer l'effet. Ou ce pois chiche, tiens, je n'ai pas fait exprès, c'est parti là-dessus, mais en fait, il va aussi peut-être avoir un effet méthanogène. Donc tout l'intérêt que l'on va avoir d'un côté, on va le perdre parce que petit ballonnement, donc je refuse la prochaine recette avec un pois chiche. Donc vous voyez, même au sein d'une recette, comment on peut avoir un plan d'expérience qui part en vrille. Et c'est tout ça qu'il faut essayer qu'on interprète. Et tout ça, ça relève du protocole derrière. On en parlait avec Grégory, effectivement, hier, parce qu'il veut justement que l'on écrive dans son prochain numéro, puisqu'ils ont un journal qui va être édicté, il veut qu'on écrive une publication pour reprendre toute la méthodologie de création d'une recette, avec tout l'imbroglio que l'on vient de citer. Donc j'espère qu'on va aboutir à quelque chose de correct. En tout cas, on va l'écrire avec lui, on va le coécrire. Et ça veut dire aussi que, et je finirai là-dessus pour ne pas monopoliser la parole, que cette co-construction avec le patient, on est obligé de le former un petit peu. C'est-à-dire que tous les patients qui sont chez nous ne sont pas, puisqu'on a une file active de patients, une dizaine de patients qui nous accompagnent depuis 2010. Sauf qu'il y en a qui, fort heureusement, sont guéris et ne souhaitent plus collaborer parce qu'ils ont bien raison. Nos tronches, ça va bien 5 minutes. D'autres nous ont quittés, je les salue, ont été remplacés par d'autres, mais cela veut dire donc qu'il faut les former. Alors, on ne parle pas de patients experts, on est d'accord. Mais simplement, il faut les former à la réflexion, à la réflexionite aiguë d'un groupe de recherche, parce qu'ils sont avec nous. Donc, effectivement, il y a un médecin, un pharmacologue, un chef cuisinier, une diététicienne, un patient. Il faut quand même qu'on se comprenne. Puis nous, il faut qu'on fasse vachement gaffe à ne pas dire trop de gros mots. Et puis, psychologiquement, c'est quand même lui la source, malgré tout, l'expert. Donc, à un moment, c'est lui qui va nous dire, attention, dans ta salade composée, le ballonnement, je ne l'ai peut-être pas vu venir, mais lui, il va le voir venir rapidement, etc. Donc, tout est... La recherche translationnelle, si je ne prends que la lorgnette du repas que tu évoquais, du plat final, elle est déjà complexe en soi. Et moi, j'essaie derrière, quand je dis moi, de refaire le lien avec la fibre du départ d'oligofructosaccharide de mon collègue chercheur qui, entre-temps, a prouvé autre chose et que je vais essayer de réintégrer. Donc, ça veut dire que c'est un continuum et c'est ce pourquoi vous êtes là à notre gauche, parce qu'effectivement, il faut vous imprégner de cela pour que, finalement, on va peut-être changer quelque chose. Et tous les gens qui travaillent dans le goût, on le verra cet après-midi aussi avec Agnès Gibreau, tiennent compte de tout ça. Merci pour cette transition, Philippe, parce que justement, nous passons à la deuxième partie de cette table ronde pour un regard croisé. Et ce regard croisé, donc avec Sophie Guyet, qui est directrice qualité et gestion des risques à Sodexo Santé, et Bénédicte Jariel, qui est responsable développement, pareil, chez Sodexo Santé. Et la première question que je souhaiterais vous poser, vous, justement, vous avez aussi un rôle à jouer. On vient de parler de recherche translationnelle. Et par rapport à ça, quelles sont vos initiatives qui permettent de pallier les effets indésirables donc, des traitements anticancéreux? Alors, tout d'abord, nous, notre objectif principal, ça va être d'abord de maximiser la prise alimentaire des patients. L'objectif, c'est qu'ils aient le maximum de nutriments et de calories dans la journée. On ne va pas dans l'idée de dire on va servir un plateau de 1000 calories, 1500 calories. Ça, c'est quelque chose sur lequel on ne veut pas s'attarder, parce que l'objectif, c'est de voir ce qu'il a consommé, mais pas ce qu'on lui a proposé. Pour après maximiser tout ça, on a plusieurs axes de travail. Dans nos offres, en fait, auprès du patient, on va travailler sur les textures. On va choisir, par exemple, pour faciliter la prise alimentaire, un pain viennois plutôt qu'un pain baguette. Plus facile à manger, moins douloureux.
on va jouer sur les quantités. Aujourd'hui, on sait que les patients ont des difficultés, enfin, le rapport à l'alimentation peut être difficile avec les traitements. Et de proposer des petites quantités, un petit peu de froid, un petit peu de chaud, de personnaliser, en fait, avec, pour reprendre l'idée du chariot qu'on a présenté hier, c'est de dire si le patient souhaite uniquement des desserts, uniquement des entrées, on veut sortir de ce schéma classique de entrée, plat, dessert, qui aujourd'hui fonctionne pour un bien portant à la maison, en famille. Mais quand vous êtes sous traitement, malade, hospitalisé, c'est pas forcément le schéma classique auquel vous avez besoin et sur lequel vous avez envie, mais de pouvoir lui proposer, de dire voilà monsieur, aujourd'hui qu'est-ce que vous souhaitez consommer? Écoutez, moi il n'y a que les yaourts qui passent, il n'y a qu'une crème dessert, il n'y a que un peu de crudité. Et dans ces cas-là, on ne va pas vous apporter un plateau d'entrée plat dessert, mais justement ces 4 petits yaourts qui pour le coup vous arriverez à manger parce que c'est la seule chose que vous sentez aujourd'hui de manger. On a mené également une étude avec la polyclinique du Maine à Laval en 2016 sur le rôle de l'ananas comme facilitateur de la déglutition. L'ananas qui est riche en papaïne et qui du coup permet de tapisser en fait la muqueuse buccale et de faciliter la déglutition pour les patients. Et en fait, sur cette étude, on a eu une centaine de patients qui ont répondu, enfin en tout cas qui ont travaillé avec nous. On a eu une vraie baisse de la sensation d'acidité dans la bouche qui peut être très difficile lorsque vous avez des mucites et des infections buccales, et une diminution des effets de la nausée également. Donc on préconise également de commencer le repas par un verre de jus d'ananas qui vous permet après de maximiser la prise alimentaire. On va jouer sur la présentation. C'est vrai que quand vous avez, on va reprendre l'image du cassoulet d'hier, mais un gros plat qui arrive avec les odeurs en quantité assez importante, en se disant je t'en mets beaucoup et puis tu essayes de manger ce que tu peux. En fait, ça a un effet totalement inverse, en fait, de dégoûter un petit peu le patient, alors que si on apporte des petites quantités, dans des petites verrines, dans de la vaisselle en dur, des choses faciles à manger qu'on peut prendre avec les mains sans avoir à devoir découper. Voilà, c'est des petites choses, mais qui font que quand vous cumulez en fait toutes ces solutions, en fait vous maximisez la prise alimentaire et on espère à la fin maximiser l'apport calorique pour du coup pouvoir continuer les traitements. Et par rapport à cette recherche translationnelle, donc c'est pas vous qui la créez directement, vous allez vous en inspirer, vous allez mais pour autant, je suis sûre que vous travaillez peut-être aussi avec la recherche translationnelle, avec les chercheurs. Et finalement, quel est votre rôle ou quel pourrait être votre rôle dans cette recherche translationnelle? Alors en effet, notre rôle, c'est pas de faire de la recherche fondamentale, ni de la recherche clinique. Par contre, on peut être vraiment facilitant dans la recherche clinique notamment, et dans la recherche translationnelle d'une façon générale. D'une part parce que, de par le maillage de notre présence, on est présent sur 226 établissements de santé, donc on peut faire aussi le lien avec les directions d'établissement, les professionnels de santé sur site pour pouvoir élargir les panels éventuellement. On sait que c'est difficile de trouver éventuellement des volontaires à l'expérimentation. Ça, c'est un premier point. Comme on est sur place, on peut être aussi en suivi. On peut aller jusqu'à la concrétisation dans l'assiette. En effet, en retravaillant les recettes et puis en testant les recettes sur le terrain. Et ça, c'est un élément important parce que c'est un travail de fourmi. Et c'est vrai qu'on a aujourd'hui, dans les évolutions de l'assiette, des orientations qui sont prises. On est dans des orientations de végétalisation et de diversification des protéines. Mais il est vrai que sur certains apports végétaux protéiques,
On a parfois aussi des inconforts digestifs qui sont associés. On a aussi des antinutritionnels dans les légumineuses notamment. Et donc tous ces éléments-là, aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué de pouvoir faire le tri entre ce qui va être bénéfique, alors bénéfique au niveau de l'environnement, bénéfique au niveau de la santé, et quand on est dans un état de santé particulier, ce qui va m'être vraiment adapté. C'est toute cette complexité qui n'est pas forcément facile quand on parle de recherche translationnelle, parce qu'entre ce qui est dans la recherche fondamentale, ce qu'on peut faire en clinique, et puis ce qu'on va pouvoir délivrer après au quotidien dans les recettes et dans les cuisines, et bien, il faut que tout ça puisse être lié. Et de par notre présence et de toutes nos équipes, on travaille aussi avec notamment un chef étoilé. Sur l'Institut Paoli Calmette à Marseille, on a toutes les semaines un menu concocté par un chef étoilé, donc, qui est Ludovic Turac. Et bien, si on peut aussi embarquer nos chefs étoilés dans l'aventure, on va en plus amener de la gastronomie dans la recherche translationnelle, et ça, c'est un élément qui peut être intéressant. Voilà. Un chef étoilé qui arrive tout à l'heure. Oui, c'est ce que j'allais dire, la transition pour la table ronde de cet après-midi. Voilà, est parfaite. C'était pas prévu, mais ça ne sera pas le même. Quoi, tout. C'est Christian Tête-Doigt qui est un chef étoilé qui sera là cet après-midi. Parce que je ne vois pas d'ici, non, donc il est sur la route. Ce qui montre bien que tout est cohérent du début à la fin. Et puis on a aussi de notre côté déjà des éléments alors qui ne sont pas aussi précis, mais on a des orientations, on a fait des expérimentations terrain qui nous donnent déjà des petits éléments qui peuvent rentrer aussi en données d'entrée, parfois dans la recherche translationnelle. C'est vraiment, je trouve que c'est très intéressant votre présence ici. C'est vrai que peut-être que le public s'est posé la question en voyant recherche translationnelle, pourquoi un regard croisé avec une entreprise de restauration collective. Et comme vous venez de le souligner, finalement, vous êtes là aussi pour aider. On a vu la difficulté tout à l'heure avec Gilles Ferron pour inclure des patients. C'est vrai que vous avez ce rôle aussi de facilitant parce que vous êtes aussi sur le terrain, vous participez, vous vivez au quotidien la réalité du terrain et vraiment vous avez un rôle fondamental à jouer dans cette recherche translationnelle qui va jusqu'à, on le disait tout à l'heure aussi, inclure le patient aussi comme acteur de cette recherche translationnelle. Tu voulais rajouter quelque chose, Philippe ? Mais vas-y, mais oui. Non, j'avais d'autres questions à poser, mais si tu veux réagir sur ça. Simplement, vous m'avez vu prendre mon téléphone, c'est pas parce que j'avais un rendez-vous du tout. Ou que Christian appelait que son taxi arrivait. Mon réflexe tout de suite, j'entends parler d'ananas, qui en plus est utilisé donc à la fois pour la déglutition, mais justement parce qu'il stimule la salivation. On s'est regardé, Bruno me dit, est-ce que la substance efficiente, on ne la trouve pas ailleurs que dans l'ananas réflexe. Bon, j'ai fait le moteur de recherche le plus classique. Mais après, comme je dis toujours avec les étudiants, on va chercher ailleurs. On passe à des PubMed, Google Scholar, etc., Sciences Directes. Mais tout de suite, réflexe, dans quoi d'autre on peut le trouver ? Parce que tout de suite, autre plat. Par rapport à l'ananas, par rapport, je sais pas, justement, le côté environnemental. On se dit, tiens, il y a peut-être un truc qui pousse, je fais exprès, en Picardie, à Beauvais, locavore, puisque Egalim étant... Bim, ça y est, j'ai autre chose, et puis l'ananas, c'est parti, quoi. Donc, il faut être vigilant de tout. Le moindre propos peut être intéressant d'un médecin à un chef cuisinier, et on doit faire fi de tout. Et dernière chose, hier, on disait toujours, on ne parle que des manips, des résultats positifs, on ne parle jamais assez de ce qui est négatif. Ils sont là, ici, aujourd'hui, ils vont donc se reconnaître, puisque je parle de NutriSense. On a fait une étude ensemble à l'hôpital de Beauvais. Ça a foiré. Ça a foiré parce qu'on a voulu mélanger dans un plat. En clair, on a un plat, donc on voulait voir ensemble, avoir une allégation sensorielle. C'était ça l'objectif. Au moins, est-ce que pour telle et telle population sériée, ce plat va-t-il plaire dans telles conditions ? Alors pourquoi ça n'a pas marché ? Parce qu'on n'a pas passé le seuil de 70% d'acceptation qui déterminerait que le plat a plu. Parce que, par exemple, on a voulu, entre l'accompagnement, admettons un riz, si vous voulez, un risotto avec une protéine, une viande et une sauce. On a voulu mélanger deux saveurs ensemble.
et qui n'ont pas donné un goût fusion intéressant. Ça aurait pu, hein, parce que la cuisine fusion a aussi son intérêt. Le malade, s'il connaît bien plus que nous en cuisine fusion, parce que lui, il aime des choses qu'a priori, on n'aurait pas associées. Là, pour le coup, ça n'a pas matché. Donc on a perdu 4 plats, on avait dû faire ensemble. Un plat aurait pu passer, on était genre à 68%, on a failli y croire, et les 2 autres, non. Parce qu'effectivement, il faut serrer les choses, les essayer une par une, et après seulement essayer de complexifier la chose. Et on peut y passer du temps. Et il fallait le faire. Justement, en parlant de projets, chez Sodexo, est-ce que vous avez des projets pour les années à venir, justement, sur cette thématique, avec la recherche translationnelle en partenariat ? Oui, tout à fait. Notre présence ici n'est pas anodine. C'est vrai que c'est une belle occasion de réactiver et surtout de renforcer notre conseil scientifique. On souhaiterait en effet pouvoir aller encore plus loin. Pour l'instant, on a fait des expérimentations, mais on n'est pas vraiment non plus très impliqué concrètement ni sollicité. Et on souhaite vraiment aujourd'hui être sollicité dans la recherche translationnelle et étoffer notre conseil scientifique d'autres experts pluridisciplinaires où on pourrait travailler à la fois sur les aliments ou les composés alimentaires, qui soient ligaments. On n'en a pas trop parlé, mais il y a aussi l'immunonutrition qui existe. Enfin, il y a plein de choses qui, on estime, méritent d'être encore plus explorées, notamment avec les avancées, et, comme je disais tout à l'heure, avec les projets de végétalisation des menus. On souhaite aussi travailler sur l'expérience patient. Ça a été abordé, mais c'est vrai que quand on parle de psycho-onco, mais il y a aussi les orthophonistes qu'il faut impliquer, il y a aussi les kinésithérapeutes, et puis pourquoi pas d'autres intervenants. Pourquoi pas ouvrir les portes, hein, on parle parfois d'hypnose, on parle parfois, voilà, comment on pourrait embarquer un certain nombre de disciplines dans quelque chose de commun, parce que je suis d'accord, c'est complètement difficile de voir des effets sur exactement ce qu'on veut faire quand on sépare les choses. Donc soit ça les complexifie énormément parce qu'il faut répéter, soit on prend le pari d'associer et de dire c'est ce tout-là qu'on veut pouvoir, sur lequel on va pouvoir aboutir. Et puis c'est important de pouvoir aller aussi jusqu'à faire bouger nos fournisseurs. Et on a également Sodexo par notre maillage. On travaille beaucoup avec des fournisseurs locaux, mais également des fournisseurs plus globaux. Et c'est aussi un moyen où on peut être l'intermédiaire pour faire aussi bouger en amont. Et puis il y a le côté aussi médecine de ville. Alors on a une entité qui s'appelle Dr House, qui intervient dans les cabinets médicaux en appui des CPTS. C'est aussi important de pouvoir aborder le retour à domicile et la continuité finalement de ce qui est fait lors de l'hospitalisation. Et donc cet aspect-là, on souhaite aussi le travailler encore plus sur cet aspect. Voilà. Et cet après-midi, là, justement, le retour à la maison, enfin la vie à la maison, que je vais animer. Vous me faites penser, je me permets, les fournisseurs, on en a un ici, enfin, on en a plusieurs bien sûr, mais un au sens aliments natifs, aliments cuisinés, mais pas que, je disais. Et donc je pense à Cisco bien sûr. Mais ils ont fait avec leur carte santé-restauration justement ce travail. Ils sont venus nous voir, ils ont dit bon ben voilà, du temps où ils habitaient encore avec, où ils covoituraient avec Nestlé, on a choisi dans 1500 recettes de chez Nestlé que j'ai encore dans mon ordinateur, quelles recettes pouvaient matcher en l'état, hein, sans trop les retoucher, parce que sinon on part dans l'usine à gaz que l'on évoquait, parce qu'on n'a pas inventé tous les jours, on peut aussi prendre ce qui existe. Et donc, de ce fait, on a choisi 53 qui, en l'état, matchaient et pouvaient être proposés avec
lorsqu'ils vont démarcher des futurs prospects ou dans des hôpitaux, de dire, bon, voyez, regardez, on en a 55 qui ont une petite astérix qui est compatible avec. Donc, il y a tout un boulot à faire sur ce qui existe déjà. Il ne faut pas tout jeter ce qu'il y avait avant. Il ne faut pas que réécrire l'histoire à chaque fois. Et il faut essayer de retrouver un fil rouge. C'est aussi pour ça qu'ils sont là, quoi. Oui, d'ailleurs, nous travaillons déjà en collaboration avec Cisco sur un certain nombre d'éléments. Ce qui est intéressant en fait dans les échanges qu'on vient d'avoir, c'est qu'on est parti de la notion de recherche translationnelle, mais finalement ça va même au-delà. En fait, ça montre l'importance de tous les acteurs qui vont du chercheur jusqu'à des entreprises comme vous qu'on n'imagine pas spontanément quand on pense recherche translationnelle, alors qu'en fait vous avez un rôle à jouer fondamental sur cette alimentation. Alors alimentation du quotidien, alimentation aussi, on en parlait encore tout à l'heure, en tant qu'intervention non médicamenteuse. Je pense que même sur cet élément-là aussi, vous avez un rôle à jouer. Mais je pense, et là je vais faire comme Pierre Sénès, je pense que je vais faire aussi moi aussi de la pub, je pense qu'il y a aussi une montée en compétences à faire. Et on parlait aussi du dialogue, alors du dialogue horizontal, du dialogue vertical, des découvertes entre différents types de secteurs. Et là, justement, on a déjà échangé. Et puis pour ceux qui ont pris une mallette, vous avez peut-être trouvé un petit flyer qui vous parle d'Alimcare. C'est un projet qui est porté par Unilassal, en partenariat avec les campus des métiers et qualifications, donc autonomie, longévité, santé et tourisme et innovation, donc qui sont des campus qui s'occupent de l'alimentation, de la santé, de la gastronomie pour tourisme et innovation, et l'union des métiers de l'industrie hôtelière. C'est pas spontané quand on pense santé de penser à l'UMI. On pense plutôt restauration commerciale. Et pourtant, c'est important parce que finalement, c'est vraiment tous ces acteurs qui vont pouvoir œuvrer pour l'alimentation et faire une montée en compétence de tous ces acteurs-là. Et donc, le projet va porter sur l'intégration de l'alimentation comme outil de prévention et également comme prise en charge des maladies chroniques, tout en gardant le plaisir de manger. Et ça revient à ce qu'on disait hier, où on faisait le discours entre l'alimentation plaisir et l'alimentation adaptée tout en gardant le plaisir de manger, qui n'est pas la même chose. Et ça veut dire qu'il faut aussi partager ce lexique commun, faire une montée en compétence de l'intégralité des acteurs. Et donc, c'est aussi une des raisons de ce forum, c'est d'échanger dans cette multidisciplinarité les médecins, les patients, les chercheurs, les entreprises autour de l'alimentation. Et vraiment, je vous remercie d'être venus parce que on va dans le bon sens, je le pense. Un micro-mot, parce que je pense qu'il faut savoir, je pense qu'on a... La table ronde se termine. Les premiers à avoir percuté en hôtellerie, c'est l'hôtellerie du thermalisme, qui font des programmes post-cancer du sein. Donc, thermalisme, effectivement, l'effet du mouvement avec eux, etc. Mais aussi qui, de ce fait, propose une offre dite diététique. Jean-Michel, je crois que je ne sais pas si tu travailles encore avec eux, mais avec Bride-les-Bains, qui avait reçu une promotion d'étudiants, et on avait travaillé avec eux, c'était juste génial. Tu bosses encore avec eux, ils font attention, il y a des ateliers diététiques, effectivement, c'est super. Donc maintenant, il faut étendre tout ça, élargir la problématique hôtelière. Je dis toujours, il y a la cuisine, mais derrière la porte battante qui sépare la cuisine du couloir qui va donc symboliquement à la chambre ou au restaurant, il se passe des trucs.